Bonjour à tous et bienvenue au débrief de Football Data. Vous commencez à en avoir l'habitude. Débrief au cours duquel nous revenons sur l'actualité du football du week-end. Et puis, comme d'habitude, je suis en compagnie d'Arnaud pour débriefer l'actu. Salut Arnaud. Salut Nathanaël, salut à tous. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'être avec Arsène Nciété, joueur de l'US Chauvigny qui vient de sortir en Coupe de France le Havre, club de Ligue 2. C'est pas rien, salut Arsène. Salut tout le monde. Enchanté. Ah, j'imagine que ça va. J'imagine que tu es plutôt content de cette performance. Ah oui. Là, que ce soit le club, les joueurs et les supporters, on est tous contents. On est tous très contents. C'était pas, Bah, c'était pas facile et, ouais. et on a quand même réussi à le faire. Donc c'est cool. Écoute, c'est génial. On y reviendra bien évidemment en fin d'émission dans le focus. Mais dans un premier temps, au programme de cette semaine, on va d'abord revenir la victoire du Paris Saint-Germain à Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne. Ensuite, on parlera dans le débat du jour d'un potentiel renouveau du football français sur l'échec européen parce que ça se passe plutôt bien de manière générale. Et puis ensuite, comme on l'a dit, on parlera justement de l'US Chauvigny qui évolue en National 3 dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine qui a réussi à justement s'imposer en Coupe de France. Et pour l'heure, on va s'intéresser au Paris Saint-Germain. Et messieurs, j'ai envie de vous dire que pour le Paris Saint-Germain, les semaines se suivent et se ressemblent. On parvient à s'imposer tant bien que mal, mais on ne sent pas de patte vraiment, on ne sent pas de collectif, mais ça finit toujours par passer. Arnaud, est-ce que cette équipe elle est condamnée à gagner uniquement par ses individualités? En tout cas, clairement, jusqu'à aujourd'hui, Pochettino n'a pas réussi à faire tourner cette équipe. En tout cas, lui donner du jeu, lui donner un sens tactique qui ferait que le collectif primerait sur l'individualité. Aujourd'hui, on a bien conscience que, encore une fois hier, contre Saint-Etienne, ce sont les individualités, et en particulier la Messi qui délivre 3 passes décisives, qui ont fait la différence. Et aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter avec cette équipe-là, avec ce coach-là, et de se dire, bah ouais, en fait, c'est une force collective, ils vont tout balayer sur leur passage. Non, on est forcé de constater que cette équipe-là a du mal à jouer ensemble. Et on est très content quand les 3 de devant combinent. Ce qui est arrivé il y a à peu près une semaine, mais ouais, en tout cas, contre Manchester City, c'était compliqué. On ne l'a pas trop vu, et encore hier, on ne l'a pas trop vu. Et puis, voilà, on a du mal à voir finalement comment cette équipe est capable de jouer ensemble. Si même ils sont capables de jouer ensemble, ce qui est étonnant quand même, parce que on se rappelle quand même que Neymar et Messi ont joué ensemble pendant plusieurs années à Barcelone, qui combinaient énormément ensemble dans ce club-là. Et là, on a l'impression que quelques années plus tard, c'est 2 inconnus l'un pour l'autre. Arsène, toi, comment tu vois la chose? Est-ce que collectivement, ce Paris Saint-Germain t'impressionne? Toi aussi, est-ce que comme Arnaud, tu reconnais que certes, individuellement, il n'y a rien à dire parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde, mais d'un autre côté, on n'arrive pas à produire quelque chose de satisfaisant sur le plan collectif? Hum, c'est compliqué parce qu'après, c'est vrai que sur le plan collectif, l'année dernière, ils étaient meilleurs. Pourtant, ils avaient pas cette individualité en plus qui est quand même Lionel Messi, mais je pensais qu'ils allaient avoir un temps d'adaptation pardon, qui allait être peut-être plus rapide. Parce que Neymar, comme disait Arnaud, Neymar et Messi se connaissaient très bien. Et de jour en jour, en fait, chaque match, euh, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que tu as l'impression qu'ils peuvent dérouler, qu'ils peuvent le faire. Mais souvent, en fait, ça revient à que des individualités où tu as Kylian Mbappé qui va faire un super match et les autres, ils vont être moins bons, ou ça va être l'inverse. Et en fait, c'est compliqué. Tu es toujours en fait sur un match où tu vas avoir des surprises. Tu sais pas si à l'entraînement, peut-être que ça se passe moins bien, ça se passe bien, peut-être qu'il y a des problèmes, on ne sait pas, des problèmes en fait au niveau de l'ego de certains joueurs. Parce que pour moi, c'est des joueurs qui marchent, qui pourraient marcher très bien ensemble. Et de jour en jour, quand on le voit,
C'est effrayant. En vrai, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce Ouais, que et bon, on se rend bien compte que, en fait, le symbole finalement de ce manque de collectif, c'est l'arrivée de Lionel Messi. Parce que jusqu'à son arrivée, en fait, on ne se posait pas la question de son arrivée à Paris. C'était pas le joueur dont Paris avait besoin, très non. clairement. Il est arrivé parce qu'il y a eu une opportunité incroyable de le faire venir. Mais en tout cas, c'était pas le joueur que les supporters attendaient avec impatience à Paris. L'attaque parisienne était déjà très bien en place, très au Mm. point avant lui. Et finalement, son arrivée a quelque peu déstabilisé cette attaque-là, déstabilisé le jeu parce que on ne sait pas jouer avec lui, on n'arrive pas. Il fait un match très très moyen encore hier contre Saint-Etienne malgré les 3 passes décisives. On n'arrive pas à jouer avec lui, on n'arrive pas à le trouver, on n'arrive pas à combiner avec lui. Et vu son statut, eh ben, il est obligé d'être titulaire, il est obligé d'être au cœur du jeu. Et Ah donc oui. voilà, il faut s'adapter derrière, sauf que bah, le collectif et les joueurs ne sont pas forcément adaptés pour ça. On le voit bien, hein, Mbappé et Neymar ne sont pas forcément très complémentaires avec lui. Di Maria, qui est souvent à la base, à la clé, on va dire, de la créativité de cette équipe est un peu laissé pour compte, alors que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe depuis plusieurs années. Euh, enfin, pour vous dire, nous, sur Football à ta base, on a donc un, un nouveau, comment dire, un nouvel indicateur qui s'appelle l'impact. Di Maria a un impact de 20 sur 20. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est là, il est décisif. C'est quasiment un des joueurs qu'on devrait noter en premier sur la feuille de match. Et on Mm. voit bien que bah, très souvent, il est laissé au profit des 3 stars de l'équipe. Alors, Di Maria, il est très gentil, il laisse la lumière aux autres, mais en attendant, c'est un joueur qui est pour moi indispensable à cette équipe. Arsène, justement, on va enchaîner sur justement Angel Di Maria qui, à mon sens, est peut-être même le symbole en fait de tout ça dans la mesure où il paye un peu en fait pour ses autres partenaires de devant, alors qu'au final, on se rend compte qu'en termes de statistiques, Angel Di Maria, il termine souvent ses matchs par un but, une passe décisive, et puis un but et une passe décisive impactant, c'est-à-dire que ça change le cours du match, il a un comportement irréprochable, et au final, c'est toujours lui qui 5 que pour toi, il est sous-exploité au PSG, Maria Arsène. Sous-exploité, oui, c'est sûr. Mais maintenant, tu es coach de cette équipe-là. Tu as ces 3 joueurs devant. Est-ce que tu les enlèves? Est-ce que tu penses que tu peux les enlever? Demain, tu les enlèves et ça marche pas, ou Di Maria ne marque pas, ou ne fait pas de passe décisive. Tu vas l'enlever en fait directement. Alors que si c'est l'inverse, tu peux le remettre. Et c'est ça qui est dur. C'est sûr que pour Di Maria, c'est une position où là, on sait, on le voit tous que c'est compliqué. Parce que oui, à chaque fois qu'il rentre, il y a ce coup d'éclair, ce coup de génie et qui fait marquer et qui fait gagner très souvent l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais tu peux pas l'enlever. Tu es obligé d'enlever lui, en fait. Tu es obligé d'enlever lui. À moins que tu passes sur un nouveau système. Mais même si tu passes sur un nouveau système en sachant que le collectif en ce moment ne fonctionne pas, tu vas encore tout changer pour pouvoir intégrer en fait Di Maria et ça, je pense que ça peut être que plus compliqué et malheureusement c'est lui qui doit en pâtir. Et je vais dire quelque chose de très triste, mais de très réaliste en même temps. C'est que bah, là, Neymar s'est blessé assez gravement hier. Il en a pour, selon les premiers indices, il y en a pour 2 mois d'absence. J'ai presque envie de dire que c'est une bonne chose pour Paris, parce que ça va permettre justement de rééquilibrer l'équipe et de faire en sorte que Di Maria, il soit titulaire indiscutable, et que finalement, il y ait ce créateur à côté de Messi pour délivrer les bonnes passes décisives. Et on sait que Di Maria et Messi, qui jouent ensemble en équipe nationale, s'entendent très très bien ensemble. Oui, oui. Donc là-dessus, je pense que la dynamique peut être plus positive en l'absence de Neymar que lorsqu'il est là. Ouais, c'est vrai que sur ce choix-là, malheureusement, avec cette blessure, ça peut être
plus bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, Neymar, souvent, quand c'est comme ça, il revient très très fort et c'est aussi ce qui va, je pense, qui va lui permettre aussi de remonter ou de remonter en fait, à un niveau où il était dans les années précédentes, hein. Et même un petit peu aussi au début de saison. Donc, forcément, oui, cette blessure, le fait que Di Maria puisse re-rentrer en fait, dans le 11, ça peut aider le PSG, mais comme on le voit sur le début de saison, ils peuvent aussi être moins bons comme ils le sont en fait chaque semaine, hein. Et puis, c'est Donc à clair voir. qu'on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Dans tous les cas, il est vrai que Neymar se blesse pour au moins 8 semaines, ce qui correspondra plus ou moins au début des matchs à élimination directe en Coupe d'Europe. Et justement, ça peut nous permettre d'enchaîner sur notre débat du jour concernant les clubs français en Coupe d'Europe qui connaissent un succès. Je pense qu'on peut le dire. Euh, Mm. Quasiment presque toutes les équipes engagées en pole position pour justement connaître les tours suivants de la Ligue des Champions, de l'Europa League ou de la Conference League, à l'exception de Marseille qui malheureusement n'a pas su faire la différence face à Galatasaray pour entrevoir le potentiel 16e de finale. Mais messieurs, est-ce que au travers de tout ça, quand même, c'est assez positif, est-ce qu'on assiste à un renouveau du foot français? Arsène, tu veux commencer? Je te laisse commencer parce que Ok. Alors, un renouveau, très clairement, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, comme tu l'as dit, Nathanaël, aujourd'hui, on a 5 clubs. Alors, Lille n'est pas encore qualifié, mais on va dire que c'est quasiment fait. 5 clubs sur 6 qui vont se qualifier pour la suite. Marseille a encore une chance aussi de poursuivre en Ligue Europa Conférence. Donc, ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir les 6 qu'on retrouve au printemps. Ça, c'est quand même une grande première, hein. Ça fait, alors, j'ai pas la stat sous les yeux, mais ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas vu autant de réussite de la part des clubs français mm, collectivement, hein, parce qu'on a l'habitude de voir Paris aller assez loin en Coupe d'Europe, mais collectivement, les autres clubs en général, ils s'arrêtaient assez vite. Et là, on voit finalement que ils ont réussi à franchir un palier. Ils ont réussi des performances qui sont quand même notables. On peut citer Lille qui a battu Séville, on peut citer Rennes qui a fait match contre Tottenham et qui a ouais, réussi à dominer la suite de son groupe. Lyon qui survole son groupe en Europa League, Monaco qui a battu la Real Sociedad. Il y a des performances qui sont quand même assez intéressantes de la part des clubs français qu'on n'avait pas vu, qu'on avait perdu de vue ces dernières années. On se posait vraiment la question, un, de la motivation de ces clubs français en Coupe d'Europe et deux, de leur niveau. Là, on peut dire que les deux sont au rendez-vous cette année, ça fait plaisir. ouais, là je rebondis un peu sur ce que disait Arnaud au niveau des matchs et de comment, par exemple, Lyon déjà survole son groupe. Et on peut parler d'un renouveau, mais moi je veux attendre quand même la fin de tous les championnats d'ailleurs, fin de tous les championnats, et je veux que ça se réitère en fait sur une année prochaine pour voir si en vrai on peut vraiment parler de renouveau parce que une fois, le faire une fois sur plusieurs années, c'est pas vraiment un renouveau. Donc, je pense que si ça se fait et ça se réitère, on pourra parler vraiment d'un renouveau. Et après, on le sent aussi dans le jeu que toutes ces équipes-là, notamment Lyon, que je regarde beaucoup, euh, notamment Lyon, pour moi, c'est en ce moment vraiment un renouveau. Oui, très clairement, effectivement, tu as raison, Arsène, il faut le voir sur la durée Mm. et pas seulement sur une année. On a vu que l'année justement du Final 8, des bonnes performances de Lyon et de Paris lors de cette Ligue des Champions un peu particulière. Euh, il faut que ça se renouvelle parce que sinon c'est juste l'exploit d'un moment Exactement. et sans lendemain, c'est pas très intéressant, quoi. Donc effectivement, tu as bien fait de le dire. J'ajouterais tout de même que dans ce renouveau, on peut aussi dire que le championnat espagnol, de manière générale, je trouve qu'il y a une certaine baisse de niveau, à l'image des deux grands, Real et le Barça, Mm. que voilà, ils sont tous un petit peu en train de descendre alors qu'ils étaient premiers pendant longtemps
au classement UEFA. Et on se rend compte que peut-être qu'aujourd'hui, ils sont plus aussi dominateurs qu'ils ne l'ont été par le passé. Je dis pas qu'ils sont terminés, mais en tout cas, je pense qu'il y a une petite baisse à signaler à ce niveau-là, en comparaison peut-être aussi à une augmentation côté français. Alors, est-ce que c'est le transfert de Messi de l'Espagne à la France qui a tout changé peut-être? Javier Tebas va peut-être encore gronder sur le football français, mais en attendant, voilà, je trouve que il y a ce petit transfert qui fait que le foot français aujourd'hui est Une bascule, ouais. un peu plus joyeux, on va dire, que le foot espagnol. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Nathanaël. Oui, je vous rejoins sur vos arguments. Après, moi, comment dire, je rejoins aussi totalement l'idée d'Arsène et la tienne aussi, Arnaud, sur le fait qu'il faut confirmer, en fait, sur l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il ne faut plus voir justement ces moments-là comme des éclats de réussite, mais vraiment comme des performances certifiées, dans le sens où, OK, les années précédentes, on a déjà pu voir, comme tu l'as dit, Arnaud, lors du Final 8, 2 équipes françaises en demi-finale. On peut rajouter aussi Monaco qui va en quart de finale de Ligue des Champions en 2015, où c'était extrêmement serré, où ils étaient aussi même en 2017. Enfin, ce sont des événements qui arrivent que très peu, que trop peu même, à mon avis. Et je parlerai peut-être pas de renouveau, même si je rejoins l'idée, mais je dirais tout simplement que les clubs français évoluent au niveau où ils doivent être, en fait. Dans la mesure où, quand on regarde ce qui se passe, bon, j'enlève le Paris Saint-Germain parce que, voilà, on sait que c'est un club à part en France, mais Lille, même si Lille se montre très sérieux, au vu de sa poule en Ligue des Champions, c'est pas non plus un exploit que de l'avoir passé en huitième de finale. L'AS Monaco, même si cette équipe-là aussi a une poule pas facile à gérer, il faut le reconnaître, c'est pas non plus un exploit que de l'avoir qualifié en 16e de finale. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que ces équipes-là évoluent au niveau où elles doivent être, et c'est bien, pour une fois, comme tu l'as dit, Arnaud. On sent que les clubs français ne prennent pas les compétitions européennes par-dessus la jambe, et c'est très, très, très important. Maintenant, écoute, si en février, il y a ne serait-ce que la moitié des équipes qui arrivent à passer au cap supérieur, je dirais, OK, d'accord, là, il se passe quelque chose, les équipes avancent, mais il est vrai que cette année, et plus que les autres, en tout cas à ce niveau-là, des compétitions européennes, toutes les équipes françaises sont compétitives, et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Après, est-ce que c'est aussi peut-être pas dû à la diversité des entraîneurs qu'on peut avoir? Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses, Arnaud, par exemple. C'est-à-dire qu'on a Niko Kovac à Monaco, qui a une autre approche aussi du football, que ce soit en termes de pressing, en termes d'intensité. Enfin, voilà, peut-être que ça joue aussi. On a Boss aussi qui vient du Bayer Leverkusen, qui était aussi à l'Ajax, donc qui a aussi une autre approche. Je ne sais pas, est-ce que tu penses que ça joue aussi, Arnaud et Arsène par la suite? Alors, ça joue peut-être, mais Lyon a une tradition, en tout cas, Européenne. d'être performant en Coupe d'Europe, en tout cas d'essayer de l'être. Donc là-dessus, je pense que le fait que ce soit Bosch ou un autre, ça joue pas trop. Moi, je pense plutôt à des entre guillemets petits clubs comme Lille, où effectivement, on avait tendance plutôt à escamoter cette Coupe d'Europe, où là, ils ont pris vraiment au sérieux et ils ont joué les matchs comme ils le devaient, très clairement. On avait l'habitude, même si tu parlais tout à l'heure de poules, on va dire, plutôt simples, on avait l'habitude, même avec des adversaires plutôt simples, de voir ces équipes françaises, hormis le PSG, s'effondrer en Ligue des Champions. Je peux citer l'OM, je peux citer Monaco, Lille, même par le passé. Bon, là, quand même, on est content de voir que cette équipe de Lille est là, est présente, qui est fidèle à son statut de champion de France en titre et capable de réaliser, alors même si c'est pas le groupe de la mort, capable de réaliser en tout cas des bonnes performances sur le plan européen. Est-ce que le fait que ça soit Gourvenec qui soit à sa tête, qui a un passé européen intéressant, mais c'est pas non plus le joueur, ou le manager qui a le plus d'expérience à ce niveau-là, je pense pas que ça soit trop l'idée, en tout cas. Je sais pas ce qu'en pense Arsène. Euh, moi, je pense que ça en fait partie quand même du changement pour les joueurs, je pense, parce que quand il y a une autre approche ou quand le joueur
sans que le coach, en fait, il va vraiment te transcender, peut-être te donner l'envie de vraiment pas perdre, en fait, sur ce genre de match. Je pense que le coach y est pour beaucoup. Après, c'est aussi l'effectif, c'est aussi le groupe et il y a plein d'en fait, il y a plein de petits détails qu'on n'a pas forcément, mais qui ont leur plus grande importance. Mais je pense que ça fait partie en fait du coach parce que lorsque tu gardes un coach, enfin peut-être 2 3 ans et qu'au final vous avez toujours les mêmes résultats à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Et s'il y a un changement quand tu changes de coach, c'est qu'il est radical. Je pense que oui, le coach peut y jouer. C'est pas que le coach non plus. C'est aussi de savoir en fait ce que veulent les joueurs aussi. Si les joueurs aussi ils veulent aller plus loin, s'il y en a en fait pour moi, il y a plein de paramètres et des paramètres qu'on ne connaît pas tous forcément. Donc, pour moi, je pense que le coach, il peut faire changer en fait la mentalité et l'envie aussi sur plusieurs matchs pour certains joueurs. C'est vrai que bah, il y a aussi peut-être cet effet de disputer une coupe que tu n'as peut-être pas aussi forcément l'habitude de disputer tout le temps en tant que joueur, aussi bah, disputer des tours que tu n'as peut-être pas l'habitude de disputer en tant que joueur. Et je pense que vous me sentez venir avec ces histoires de coupe parce qu'on va enchaîner justement sur la Coupe de France. Et une fois de plus, l'excellente performance de Chauvigny qui se retrouve en 32e de finale de la Coupe de France. Et bah, justement, Arsène, comme tu nous fais l'honneur d'être avec nous et que tu l'as vécu parce que tu étais sur le terrain. D'ailleurs, tu as même été le premier tireur, je crois, pour Chauvigny. C'était le Pour, premier tir. voilà, tu étais le premier tireur pour la séance de tir au but. Euh, un point de vue personnel, est-ce que pour toi, c'est la première fois que que tu vas disputer en 32e de finale de Coupe de France? D'un point de vue personnel, oui, c'est la première fois que je vais disputer un 32e oui, c'est la première fois. C'est quelque chose. Et c'est quelque chose. Bah, déjà, ce match-là, déjà, il était la préparation, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'en reviens à la question de tout à l'heure. Lorsque tu as un coach qui te met vraiment dans cet objectif-là de vouloir jouer ce genre de match, de vouloir le gagner, bah, tu peux arriver en fait à ce moment-là à te transcender et à dépasser en fait tout ce que tu n'as pas pu faire dans les années précédentes, puisque tu fais la Coupe de France chaque année et c'est pas c'est la première fois du coup que tu arrives à ce résultat-là. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ouais, ton coach n'a pas forcément d'ailleurs l'expérience des 32e de finale de Coupe de France. Ici, il en a eu une en plus. Si, une, Il en a, une. ouais, il en a eu une quand il était joueur. Ah oui, en tant que joueur, En d'accord. tant que joueur. Je parlais en tant que En coach. tant que coach, non. Ouais. En tant que coach, non. Ouais, en tant que joueur, il a joué même un 8e de finale à Ouais, l'époque où il jouait à Châtellerault. c'est ça. Et il a perdu contre le Racing. Et oui. Et en plus, hier, on a joué donc à Châtellerault. Tout Du un coup, symbole. ouais, chose pour lui. Ouais. Bah, justement, au final, cette performance en Coupe de France, évidemment que c'est quelque chose voilà, d'exceptionnel et je pense que vous savourez encore, même 24 heures après, c'est tout à fait logique. Mais quand on regarde aussi votre parcours en championnat en N3, tout se passe plutôt bien, en tout cas pour le moment. Je suppose que votre objectif, c'est d'évoluer en N2 la saison prochaine. Du moins, je pense que vous allez tout faire pour. Est-ce que tu penses aussi que le fait de passer les tours comme ça en Coupe de France, ça vous donne une dynamique qui fait que ça vous permet aussi d'être bon dans vos performances en N3 ou peut-être que c'est même l'inverse. Le fait que vous soyez très bon en N3 et régulier en N3 vous permet ensuite justement d'être plus à l'aise et d'être plus serein en Coupe de France. Euh, pour ça, oui, je pense que c'est plus. On est régulier en fait dans le championnat en fait. Parce que c'est le championnat en fait qui prime. On s'était dit que d'abord c'était le championnat et puis la Coupe de France, si ça vient, on y va et ce sera bien. Mais c'est vraiment le championnat qui nous fait engranger en fait des matchs, puisque c'est un peu une nouvelle équipe aussi. Donc c'est une nouvelle équipe, il y a énormément de recrues, donc c'est une équipe on va dire reconstruit, mais qui continue d'avancer ensemble depuis un bon petit moment maintenant. Et ça nous aide fortement en fait pendant les matchs en fait en Coupe de France. On a joué des équipes qui étaient compliquées
Et le fait qu'on ait pu, en championnat, en fait, jouer des matchs très, très, très durs, ça nous a aidés et je pense que ça nous a surtout aidés pour par exemple, le match d'hier contre le Havre. Donc Bah, oui, Arnaud, justement, pour toi, quand tu vois bah, cette première partie de saison de l'US Chauvigny, est-ce que pour toi, ça peut être, bah, pourquoi pas, en tout cas, on leur souhaite, sans leur porter l'œil évidemment, bah, pourquoi pas la belle histoire, justement, de cette Coupe de France, comme il peut en avoir une chaque année? Bah, en tout cas, ça en prend le chemin, puisque il n'y a pas beaucoup d'équipes de N3 qui seront au rendez-vous des 32e de finale. Donc, très clairement, après je dirais que c'est Arsène et à ses coéquipiers d'écrire l'histoire et ouais, d'aller le plus loin possible. Justement, Arsène, toi, ton souhait, ça serait quoi? D'affronter le PSG, par exemple? Ou au contraire, une plus petite équipe pour essayer d'aller le plus loin possible? on, on aime les challenges. Après, moi, j'aime beaucoup les challenges. C'est sûr que j'ai envie d'affronter le PSG. Si je peux affronter le PSG au prochain tour, oui, je dis oui. Si je peux aller plus loin, je dis oui aussi, en fait. Donc, c'est compliqué, t'es mitigé, mais dans tous les cas, en fait, le match, peu importe contre qui ce sera, on le jouera à fond. Mais j'ai plus envie de jouer peut-être une équipe, pas de Ligue 1, parce que déjà, la Ligue 2, on a souffert. Hein. La Ligue 2, on a un petit peu souffert. Et si et oui, l'équipe, pour continuer, si on peut d'ailleurs, si c'est possible, bah, pourquoi pas. Après, le gros challenge, la grosse affiche, c'est sûr que ce serait intéressant de voir Léo, de voir Léo Messi, Lionel Messi. Euh, on est- Léo Messi à Châtellerault, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut être... D'un point de vue un peu plus personnel, Arsène, tu as bah justement des stats à la Messi depuis le début de la saison. Tu as inscrit 13 buts, toutes compétitions confondues, en 12 ou 13 matchs, je ne sais plus. Ça fait quasiment du un but par match, voire plus. Justement, qu'est-ce qui te motive le plus d'un point de vue personnel? Est-ce que c'est le fait de bien faire figurer l'équipe ou au contraire de te montrer pour essayer d'accrocher, bah, je sais pas, les yeux d'un scout, d'un club de Ligue 2 ou plus? Alors, déjà, c'était plus. Enfin, c'est toujours compliqué d'arriver dans un club pour marquer. Là, je suis arrivé dans un club où la plupart des joueurs me font confiance, on se fait tous confiance, on s'aide tous. Donc, forcément, tu es en confiance. Quand tu es un attaquant, tu as besoin que tes coéquipiers te fassent confiance. Je pensais pas marquer autant, mais du coup, je le fais, donc je suis très heureux, mais c'est surtout parce que j'en ai envie et j'ai besoin de marquer pour continuer à être en confiance, tout simplement. Après, je sais pas on ne sait pas ce qui peut se passer. Je vous dis ça, je sais pas, hein, je suis au courant de rien du tout, mais c'est sûr qu'on a envie de marquer. Le but du jeu, soit quand on commence une saison, c'est de monter. Si c'est possible, on le fait. Si c'est pas possible, voilà, on essaye au moins d'avoir des statistiques bonnes et en tout cas de montrer que voilà, on a envie de continuer, de continuer à progresser. Et puis le but du jeu, c'est aussi d'aller le plus haut possible. Le plus haut possible. Donc pour l'instant, c'est pas pour taper dans l'œil de certains grands clubs, mais c'est surtout pour un objectif personnel. J'avais un nombre de buts à atteindre. Et du coup, quand je l'aurai atteint, on pourra parler d'autres objectifs encore. Ok, on se sent vraiment très, très focus sur ton travail personnel et même sur le plan collectif. On sent justement à travers ton discours que bah, la saison est loin d'être terminée encore, même si vous vivez de belles choses. Et Ouais. justement, tout à l'heure, on disait que ton entraîneur a, lui, vécu justement ces moments-là en Coupe de France en tant que joueur. Donc forcément, il a une expérience, il sait ce que vous avez ressenti hier avant le match, pendant le match et même maintenant. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il vous a dit bah, avant le match, justement, pour vous permettre justement de réussir cette performance-là quoi? Euh, il nous a dit beaucoup de choses. Il nous a dit énormément de choses. Avant le match, le discours du coach, il était en fait de croire en ses rêves. Voilà, c'était sa phrase, la phrase qu'il a dite, voilà, de Stéphane Malloyer, c'était croyez en vos rêves. Donc, kiffez. Là, c'est un moment pour vous. Donc,
peu importe le score, peu importe le résultat, si vous avez peur parce que c'est une Ligue 2 où il y aura du monde ou tout ça, parce que forcément, il y a des joueurs tout comme moi, hein, on n'a pas l'habitude de jouer devant autant de monde. C'est sûr que il voulait qu'on soit focus en fait sur le terrain. Donc tout ce qu'il y avait à l'extérieur, il voulait pas qu'on en prenne compte et il voulait vraiment qu'on soit focus sur le jeu et qu'on se lâche en fait. Et c'est vraiment croyez en vos rêves et donnez-vous à fond. Et si, s'ils doivent gagner, ils gagnent, mais en tout cas, ils gagnent pas, en nous marchant dessus. C'était ça le discours du coach et ça nous a mis vraiment tous dedans et tout le monde était à 200 même 2000. Et alors, justement, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence sur le terrain face à ces professionnels du Havre? Alors, ça a été, bah, je pense que déjà notre cohésion d'équipe, en fait, dans le terme défensif. Donc le bloc défensif, on le travaille déjà beaucoup en ce moment puisque on enchaîne les matchs du coup. On enchaîne les matchs, du coup, les semaines d'entraînement, heu et en fait, le fait de défendre, pour son collègue, son voisin et on a commencé à prendre cette habitude-là, donc peu importe, même si on est fatigué, en fait, cette force mentale, on commence à vraiment tous s'aider, se motiver. Et c'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui nous permet encore de continuer à gagner nos matchs et de continuer à poursuivre. Alors, même si on est fatigué, parce que c'était très, très fatigant, le match était très éprouvant. C'est des équipes qui gardent bien le ballon et qui font tourner. Et que quand tu vois pas la balle pendant 1, 2, 3 minutes, bah, tu souffres. Mais voilà, c'est cette énergie qu'on a et cette force mentale aussi à continuer à courir, à faire les efforts pour tout le monde. Et ça a énormément aidé en fait durant ce match-là. Ouais, bah écoute, en tout cas, on te souhaite bah, le meilleur sur le plan personnel. Et puis même, bah, on vous souhaite à toi et ton club de l'US Chauvigny d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Et pourquoi pas faire tomber d'autres clubs de Ligue 2, voire même clubs de Ligue 1. Je pense que l'histoire serait encore plus belle. Oui, oui, on va se reposer un petit peu et après on va le faire. On va essayer de le faire, du moins. Mais Bien oui, sûr. Bah, écoute, Arsène, je te remercie. Merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui bah, pour avoir justement cette division bah, en inside de ce huitième tour de Coupe de France qui s'est bien terminé pour toi. c'est à vous pour l'invitation déjà. Arnaud, merci beaucoup pour ce débrief aussi qui était Merci à fort toi. enrichissant aujourd'hui. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, partager ce débrief. De toute façon, on est présent sur la chaîne YouTube. Vous pouvez évidemment voir tous les replays qui sont disponibles sur la chaîne. Retrouvez également aussi toutes les statistiques que l'on a mis en valeur aujourd'hui sur notre site footballdatabase.eu. Et Arnaud, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, on espère pouvoir inviter Arsène plus tard pour fêter une prochaine qualification. On espère, on espère aussi alors. Oui. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Au À revoir. bientôt. Au revoir.